OK, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez, si le webinaire est ouvert, mais euh, je m'appelle Winston Maxwell, professeur de droit à Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris. J'ai le privilège d'introduire le webinaire d'aujourd'hui sur les lundis de l'IA et de la finance entre Télécom Paris et l'ACPR. Et aujourd'hui, on a quatre speakers que je vais introduire brièvement. Et on aura des sessions de Q&A. On réserve 5 minutes après chaque speaker pour le Q&A. Donc, mettez vos questions dans le chat et on va les traiter à la fin de chaque présentation. Chaque présentation est d'environ 15 minutes et puis on a 5 minutes de Q&A. On va démarrer avec Jules Pondard de le pôle FinTech Innovation à l'ACPR. Alors, Jules a un CV impressionnant. Il est ingénieur du corps des mines, diplômé en Computer Science de l'ENS. Il a également un master's à HEC. Et il va nous donner un peu le chat GPT et Generative AI, les aspects techniques pour les dummies, comme moi, pour les nuls. Ensuite, on va avoir Karine Percé, qui est Head of AI Unit à l'OCDE. Et dans le chat, je vais vous mettre des liens sur les sites web. Par exemple, l'OCDE a un site web, mais absolument fabuleux sur l'IA. Karine a organisé un observatoire de l'IA avec notamment des outils de Trustworthy AI, un catalogue d'outils partout dans le monde. Donc, regardez le chat, je vais alimenter ça. Ensuite, Félicien Vallée, récemment promu responsable IA à la CNIL. Il a un doctorat de Télécom Paris, donc on est fiers de lui. Il va nous parler de les aspects privacy et les modèles génératifs. La politique de la CNIL, ils ont publié un recent roadmap. On sait bien sûr que la Garantie en Italie a même interdit à un certain moment ChatGPT. Et puis finalement, c'est Léo Logier, également un PhD de Télécom Paris, bravo, de EPFL, l'École Polytechnique de Lausanne, où il fait des recherches actuellement sur la détection de textes toxiques, particulièrement pour les réseaux sociaux. Et on sait qu'avec ChatGPT, tout ce qui est génératif en texte, le défi terrible va être de détecter les fake news et les discours toxiques. Et Olivier Flich, directeur du pôle Innovation FinTech, va clore la séance. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à Jules pour nous essayer de nous mettre à niveau, même pour nous qui ne sommes pas ingénieurs, de ce que c'est les Large Language Models et ChatGPT sur le plan technique. Super, merci beaucoup Winston pour l'introduction et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite introduction à ChatGPT et à ses enjeux. Donc d'abord, je vais revenir un peu sur le contexte et l'actualité autour de ChatGPT. Et après, on va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qui se cache derrière ces termes comme LLM pour Large Language Model et comment marchent toutes ces briques technologiques autour de ChatGPT. Et enfin, on verra ensemble quelques questions ouvertes et quelques controverses que cela suscite. Donc pour commencer, je vous ai rappelé un petit graphique que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu sur la gauche, qui montre le nombre de jours pour atteindre une adoption en termes de nombre d'utilisateurs de respectivement 1 million et 100 millions. Donc on voit que ChatGPT a battu tous les records d'adoption pour des produits numériques, puisque en moins de 2 mois, il a atteint plus de 100 millions d'utilisateurs. Donc dès sa sortie fin novembre 2022, il a tout de suite suscité un très grand engouement par le grand public.
Et donc cet engouement du grand public a aussi été suivi par un engouement du monde académique et industriel avec une prolifération de nouvelles briques technologiques, parfois dans la continuité de ChatGPT, parfois en concurrence ou d'inspiration de ce qui s'appelle les LLM, sur lesquels on va revenir un petit peu. Je cite par exemple l'IA qui a été sortie récemment par Google, qui s'appelle Bard, ou les modèles open source proposés par Facebook, donc tout ce qui s'appuie sur les modèles Llama. Alors, cet engouement académique, industriel et du grand public a suscité beaucoup d'interventions médiatiques où un certain nombre d'intellectuels et de figures publiques se sont positionnés sur la question de ce qu'il faudrait penser de ChatGPT. Pour les uns, comme par exemple pour le grand chercheur Yann Lequin, un des pionniers de l'intelligence artificielle, ChatGPT n'a rien de révolutionnaire car il s'inscrit dans la continuité des travaux de développement qui ont cours en deep learning. Pour d'autres, comme par exemple Bill Gates, ChatGPT est la plus grande révolution depuis les années 80, à l'époque de l'avènement de l'ordinateur personnel. Un certain nombre d'intellectuels ont aussi donné leur avis, c'est le cas par exemple de Harari ou de Chomsky, et il y a même eu une lettre ouverte co-signée par un certain nombre de grandes figures qui appelait à mettre en pause les expériences autour de l'intelligence artificielle le temps que la communauté scientifique et la régulation puissent trouver comment rendre ces modèles véritablement utiles pour les sociétés et pour le grand public. ChatGPT a également suscité un certain nombre de réactions politiques. Donc, on peut citer par exemple, comme l'a dit Winston, l'interdiction par l'Italie de ChatGPT pour des raisons d'utilisation des données de politique de données personnelles. Exclusion sur laquelle l'Italie a fini par revenir suite au fait que OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT, a modifié sa politique. Mais ChatGPT a aussi suscité un certain nombre d'actions et de vagues au sein des grandes entreprises technologiques. Donc, on peut citer par exemple le fait que Google, suite à la sortie de ChatGPT, a déclaré un code rouge, une grande alerte parce que peut-être que son business se retrouvait menacé par ce genre de technologie. Et donc, Google a rappelé ses anciens fondateurs pour l'aider a dessiné une stratégie qui a permis ensuite de lancer le concurrent Bard. Microsoft, à la suite de la sortie de ChatGPT, a réinvesti massivement dans l'entreprise OpenAI et réclame depuis très récemment la création d'une autorité de régulation autour de l'intelligence artificielle. Et enfin, la semaine dernière, on a pu noter que l'entreprise Nvidia, qui produit les puces qui aident à faire les calculs d'apprentissage de ces intelligences artificielles, a eu un sursaut de rentabilité et vient de rejoindre le club des GAFAM, c'est-à-dire des entreprises valorisées à plus de 1000 milliards de dollars. Alors, ChatGPT est le modèle qui lui a un peu succédé quelques mois plus tard, propulsé par OpenAI à nouveau, GPT-4, nous montre des résultats très impressionnants. En tout cas, c'est ce qu'il semble dans ce qui est annoncé par OpenAI et Microsoft. Notamment, en fait, GPT-4 serait capable d'atteindre des performances très bonnes en comparaison même des meilleurs étudiants dans des examens américains comme l'examen du barreau ou encore l'examen de médecine américain. Je précise que ces résultats sont tout de même à nuancer parce qu'il n'existe pas encore vraiment d'évaluation indépendante d'OpenAI et de Microsoft à ce stade sur ces résultats. Donc, on verra petit à petit quand les méthodologies scientifiques seront plus affinées sur ces aspects. On peut espérer voir bientôt émerger des premiers cas d'usage concrets, puisque pour l'instant, il s'agit d'une technologie certes très populaire, mais plutôt utilisée par le grand public et pas encore vraiment pour des usages au sein des entreprises. Alors quand on joue un petit peu avec ChatGPT, on constate assez vite que c'est une technologie qui a un certain nombre de forces, notamment en capacité de rédaction, de synthèse ou même de capacité à programmer informatiquement des choses.
mais aussi un certain nombre de faiblesses, comme par exemple sa capacité de raisonnement, son rapport à la vérité. On dit souvent que ces modèles ont tendance à halluciner, ou sa capacité à planifier des actions. Alors maintenant, on va essayer ensemble de comprendre un peu mieux qu'est-ce que sont ces technologies, dans quoi ça s'inscrit et comment ça marche. Donc pour ce faire, je recontextualise un petit peu ces technologies au sein de la vague du deep learning. Donc ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que le deep learning a véritablement percé à partir de 2012, lorsque les réseaux de neurones ont commencé à avoir des résultats très impressionnants en reconnaissance d'images par ordinateur. Il y a eu l'invention de quelques briques fondamentales qui ont servi ensuite à l'émergence des premiers Large Language Models. Et depuis quelques années et quelques mois, ça s'accélère en termes de production de ces grands modèles de langage. Depuis la sortie de ChatGPT, on a constaté que tout un tas d'acteurs se positionnent pour créer davantage de ce genre de modèles toujours plus impressionnants. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans les détails de comment marche ChatGPT en commençant par une vision un peu macro. Dans l'ensemble, ChatGPT, on peut le dire, est constitué de 3 blocs. Le premier bloc, c'est les Large Language Models, donc LLM, qui sont en fait des grands réseaux de neurones qui s'appuient sur une architecture de réseaux de neurones qui s'appelle les Transformers, qu'on va voir un peu plus en détail dans les slides suivantes. Et donc ces LLM, quand ils sont sortis par OpenAI en termes de produits, OpenAI les nomme GPT pour Generative Pre-trained Transformers, donc référence explicite à cette architecture de réseaux de neurones qui sont entraînés donc sur des larges corpus de texte. À ce bloc LLM viennent se juxtaposer 2 autres blocs inventés par OpenAI. Le premier s'appelle Supervised Fine-Tuning et le deuxième s'appelle Reinforcement Learning from Human Feedback. On va rentrer un petit peu dans les détails par la suite. Donc, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que les LLM, ce sont des grands transformers. Alors, qu'est-ce que c'est les transformers? Les transformers, pour les comprendre, il faut d'abord expliquer un petit peu ce qu'est le mécanisme d'attention. Le mécanisme d'attention, c'est une innovation qui a été inventée par Dimitri Badanov, donc un chercheur qui officiait au MILA, un laboratoire de recherche canadien, en 2014. C'est un mécanisme d'inspiration biologique qui va aider les modèles d'intelligence artificielle à se concentrer sur une partie de leurs entrées. Lorsque ce mécanisme a été inventé, il s'appliquait par Dimitri Badanov à des problèmes de traduction d'une langue à une autre. Et donc en fait, ce que montre l'illustration ici, c'est donc on a une phrase de départ, How is your day? Et ce que va faire le mécanisme d'attention, c'est qu'il va permettre au réseau de neurones de prédire la traduction en français mot par mot, mais à chaque fois qu'on souhaite prédire un nouveau mot, le réseau de neurones va se concentrer sur une partie de la phrase initiale, la partie qui est la plus importante pour l'aider à prédire ce mot. Donc c'est ça l'esprit du mécanisme d'attention. Et quelques années plus tard, en 2017, une équipe de recherche du laboratoire de Google, Google Brain, a inventé le transformer dans leur papier Attention is all you need. Donc l'idée du transformer, dans les très grandes lignes, c'est de juxtaposer un certain nombre de fois ce mécanisme d'attention que je viens de vous décrire, en introduisant un concept qu'ils appellent le self-attention, qui est illustré par le petit graphique. Alors le petit graphique à gauche montre qu'il y a une juxtaposition de couches de réseaux de neurones avec essentiellement l'idée qu'on va faire des mécanismes d'attention, tandis que le graphique de droite est là pour expliquer ce que c'est ce mécanisme de self-attention qui va permettre en fait au réseau de neurones de relier chacun des mots de son entrée en fait aux mots qui lui sont le plus pertinents pour l'expliquer en référence. Donc par exemple, on voit que sur le mot it ici, ça va faire référence, ça va pondérer plus fortement le fait que c'est lié à the animal. Donc un transformer, c'est une succession de mécanismes d'attention, on peut dire ça en première approximation. Donc qu'est-ce qu'un LLM dans ce contexte? Et donc par exemple, les modèles GPT. Eh bien, les LLM, ce sont des transformers très grands,
donc avec une grande juxtaposition de mécanismes d'attention, qui vont avoir une quantité assez massive de données d'entraînement textuelles. Donc là, je vous ai mis un petit graphique qui montre la répartition de ces données textuelles. Vous pouvez voir notamment que pour ce qui est de Wikipédia, Wikipédia ne représente que 3% de l'ensemble des données textuelles qui ont été utilisées pour entraîner un modèle comme GPT-3 par exemple. Alors, ces modèles, donc, ce sont de grands transformers qui ont de grandes sources de données textuelles. Donc, un mot supplémentaire sur ces données textuelles, c'est que plus de 80%, c'est en fait des extractions assez massives de l'Internet. Et donc, ces grands modèles sont entraînés de la façon suivante. Ils sont en fait entraînés à prédire le mot suivant. Donc, ils génèrent des mots les uns après les autres et ils doivent être en mesure de toujours prédire quel va être le mot suivant. Par exemple, si on lui donne la phrase « La capitale de la France est », il doit réussir à produire le mot suivant de façon plausible. Et donc là, a priori, il est censé trouver qu'il doit répondre « Paris ». Cette idée d'être entraîné à prédire le mot suivant peut conduire le modèle à comprendre, raisonner et synthétiser des informations complexes, en tout cas dans une certaine mesure, comme je l'illustre par l'exemple suivant. Si vous donnez par exemple 3/4 d'un roman policier à un LLM, vous l'arrêtez, vous lui donnez pas la fin, et vous ajoutez la phrase « Ainsi, le tueur est ». Pour pouvoir donner une réponse plausible à cette question, le LLM doit avoir raisonnablement bien compris le début du livre pour fournir une réponse appropriée. Alors, maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes ce qu'est un LLM, ChatGPT, c'est tout simplement, dans l'idée des papiers qui sont sortis à ce sujet, c'est un LLM auquel on vient rajouter 2 briques, donc le Supervised Fine-Tuning, qui est illustré ici par l'étape 1, et le Reinforcement Learning from Human Feedback, qui est illustré par les étapes 2 et 3. Le Supervised Fine-Tuning, ça va consister à prendre le LLM et à le modifier après avoir récolté des exemples de questions et de réponses qui ont été générées par un panel d'utilisateurs. Donc on voit une question, par exemple, explique le moon landing to a 6 years old. Et donc là, la personne doit écrire l'explication et ça va constituer une base d'apprentissage qui va venir spécialiser le LLM sur ce genre de jeu de questions-réponses. Ensuite, le Reinforcement Learning from Human Feedback, l'idée, c'est que à partir de ça, on va reprendre un panel d'utilisateurs. Cette fois-ci, le LLM, le modèle, on va lui donner des prompts, donc des questions à nouveau. Il va générer 4 réponses possibles à ces prompts et le panel d'utilisateurs, ce qu'il va devoir faire cette fois-ci, c'est hiérarchiser les réponses, dire celle-là, je la trouve mieux que celle-ci, qui est elle-même mieux que celle-là, etc. Et avec cette hiérarchie des réponses par un panel d'utilisateurs, OpenAI a entraîné ce qu'ils appellent un modèle de récompense qui va donner plus de points, une récompense forte pour des réponses qui sont bien classées et moins de points à des réponses qui sont moins bien classées. Sur la base de ce modèle de récompense, OpenAI va spécialiser son LLM pour qu'il soit en mesure de générer systématiquement ou le plus souvent possible des réponses à des prompts qui sont associés à des récompenses fortes. Jules, Voici. il nous reste à peu près 2 minutes. D'accord, très bien. Je vais passer assez rapidement sur les questions ouvertes et les débats que peuvent susciter ces technologies. Donc, d'un point de vue de recherche et de technique, un certain nombre de questions peuvent être posées. La première, c'est par exemple, qu'est-ce qu'apporte réellement le Reinforcement Learning from Human Feedback? Ça a été une brique fondamentale pour obtenir les performances qu'obtiennent ChatGPT notamment. Mais la recherche aujourd'hui se pose la question de savoir si c'est vraiment nécessaire et les derniers éléments proposés par Facebook notamment tentent à montrer que pas forcément. Une autre question qui est assez fondamentale, c'est comment et pourquoi ces modèles marchent aussi bien. En général, en deep learning, depuis 10 ans, il y a toujours eu un retard de la théorie sur les approches empiriques. On arrive à faire des choses qui marchent, mais on ne sait pas exactement expliquer pourquoi elles marchent et comment elles marchent. On a le même problème ici. Ensuite, on peut se poser la question de est-ce que ces modèles marchent suffisamment pour permettre des applications réelles? Quel genre de mesures, de méthodes ou de métriques il faudrait inventer pour valider qu'on peut bien les appliquer à des usages réels en entreprise? De plus, on peut se poser la question donc de comment les évaluer et comment les auditer d'un point de vue réglementaire notamment.
Enfin, quand on utilise ChatGPT et ce genre de modèle, on constate assez vite qu'ils ont des limites, mais on peut se poser la question, est-ce que ces limites sont intrinsèques à ce type de modèle ou est-ce qu'elles vont être résolues assez naturellement en faisant grossir les modèles et les données? Certains chercheurs pensent qu'il existe des limites fondamentales dans ces approches, et c'est pourquoi ils travaillent sur des axes de recherche qui viennent inventer des nouveaux algorithmes qui vont venir résoudre ces limites fondamentales. Parmi elles, on peut citer par exemple un manque de compréhension réelle du langage, un manque de sens commun de ces modèles ou une incapacité à planifier. Un dernier point sur l'économie et les enjeux de données. On peut se demander si le paysage futur du marché sera dominé par quelques acteurs importants, Facebook, Google, Microsoft, qui vont peut-être s'accaparer la valeur, ou si, par exemple, l'open source, incarné par exemple par certaines contributions de Facebook ou de l'entreprise française Hugging Face, vont pouvoir réussir en fait à s'imposer, sachant que leurs résultats récents sont assez prometteurs. Enfin, il y a un enjeu de souveraineté qui peut se poser, puisque pour l'instant, le paysage est plutôt dominé par des acteurs américains, mais on peut espérer voir peut-être émerger des acteurs français et européens. On peut penser par exemple au projet Mistral, qui est très récent, qui est fondé par quelques Français très qualifiés dans ce domaine et qui vient de recevoir de façon express une levée de fonds record. Il y a des enjeux de données personnelles et données d'entreprise, ainsi que de droits d'auteur, puisque ces modèles sont entraînés sur, par exemple, des livres, et après vont générer des histoires. On peut se poser la question du droit d'auteur sous-jacent. Il y a aussi un enjeu sur le fait que les données sont essentiellement américaines et anglophones. Donc, pour un souci d'efficacité, on pourrait être intéressé par des données plus plurielles. Voilà, je vais passer rapidement. Donc, il y a aussi des questions sur la transformation du marché du travail ou sur la régulation de ces algorithmes. Voilà, merci pour votre attention. Merci, Jules. Et on aura les slides de Jules, bien sûr. On n'a pas le temps pour les questions parce qu'on essaie de rattraper un petit peu le temps de démarrage. Donc, je vais passer la parole directement à Karine. Mais rassurez-vous, on note des questions et on va peut-être les traiter à la fin. Mais pour l'instant, je donne la parole à Karine Persé de l'OCDE. Bonjour à tous et je suis ravie de pouvoir me joindre à cette session virtuelle de Télécom Paris. Comme l'a dit Winston, je suis en charge de l'unité IA au sein de la division des politiques de l'économie numérique de l'OCDE. Et je vais vous donner un bref aperçu de notre travail, notamment sur l'IA génératif, y compris les modèles de langage que Jules vient de présenter. Donc plutôt du point de vue politique publique et considération de politique publique. Donc juste un disclaimer avant de commencer, c'est que je suis malade, donc j'ai une voix anormale, une angine, et je voulais aussi dire que je suis franco-américaine, mais que j'ai pas l'habitude de parler en français de sujets de travail, en fait, puisque la langue effective de travail à l'OCDE est l'anglais. Donc, je risque de parler franglais. Voilà. Donc, avec ceci, je voulais d'abord passer en revue 5 sujets pour préparer le terrain avant les questions-réponses, si on a le temps. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'OCDE? Deuxièmement, parler des principes de l'OCDE en matière d'IA. Troisièmement, donner un aperçu de l'IA générative. Je peux aller assez vite sur ce sujet puisque je pense que ça regroupe beaucoup de ce qui vient d'être dit par Jules pertinent. Et quatrièmement, parler des considérations politiques de l'IA générative, notamment des considérations qu'ont mises en avant les pays du G7 il y a 2 semaines là. Et cinquièmement, parler des travaux de l'OCDE sur les approches politiques en allant de la réglementation aux normes et passant par les codes de conduite. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'OCDE? Je pense que vous connaissez peut-être l'OCDE, mais en termes, l'OCDE est généralement reconnue en France comme une organisation qui produit des statistiques, des rapports. En fait, c'est une organisation intergouvernementale composée de 38 pays membres qui sont tous des démocraties et des économies de marché. Donc l'Europe, l'Amérique du Nord, etc. Le Japon, la Corée. Et l'objectif de l'OCDE est la coopération internationale et l'aide à l'établissement de consensus
sur des bonnes pratiques, des bonnes politiques. Et donc, elle travaille avec des groupes de parties prenantes, de toutes les parties prenantes et des pays partenaires qui ne sont pas forcément membres en fonction du sujet. Par exemple, on travaille beaucoup avec l'Inde et le Brésil qui ne sont pas membres mais participent activement à notre travail sur l'IA. Et le CDE couvre tous les domaines de l'action politique, sauf le domaine de la défense, c'est-à-dire les échanges, l'environnement, l'entrepreneuriat, etc. Et ceci permet en fait la coopération intergouvernementale, mais surtout d'aborder des sujets de manière plus pluridisciplinaire. Et là, on peut peut-être en toucher un mot plus tard avec Clarisse, de toucher à des sujets qui sont pas forcément juste là. Les sujets sont pluridisciplinaires. On va parler du numérique, on va parler de l'IA, de la technologie, mais on va parler de l'emploi, on va parler de l'éducation, on va parler de la sécurité, de la sécurité des consommateurs, etc. Des systèmes énergétiques et bien d'autres. Donc voilà. Je vais mentionner maintenant les principes de l'OCDE sur l'IA qui ont été adoptés en mai 2019. Alors, c'est un ensemble de 10 priorités pour la politique d'IA qui ont été la première norme intergouvernementale sur l'IA et représentent un engagement politique des gouvernements à les utiliser comme cadre commun pour leur politique nationale et leur réglementation nationale en matière d'IA. Et en juin 2020, le G20 s'est engagé à respecter ces mêmes principes. La participation du G20 est importante puisque ça étend de manière considérable l'étendue des principes géographiquement. Donc, qu'est-ce que sont ces principes? Les 5 premiers principes sont des valeurs que les systèmes d'IA doivent refléter et des droits qui devraient être protégés comme l'équité, les droits de l'homme, les valeurs démocratiques et la justice, la transparence et l'explicabilité, la sécurité et la robustesse et surtout la responsabilité des acteurs de l'IA pour le bon fonctionnement de leur système. Et ensuite, les principes comprennent également 5 recommandations pour les décideurs nationaux en matière d'IA pour favoriser un écosystème de l'IA qui puisse prospérer et profiter aux sociétés. Donc, par exemple, en matière de R&D, d'éducation, de politique d'éducation, etc. Et là, comme je disais tout à l'heure sur la carte, on peut voir en bleu les pays signataires de ces principes et leur étendue en fait. Mais aussi également en gris, on voit les parties manquantes, hein, les zones géographiques qui n'ont pas été très très impliquées à ce jour. Donc maintenant, en passant à l'IA générative, donc notre sujet du jour. Là, je parle d'IA générative un peu plus globalement. Bien sûr, les modèles de langage sont ce qui a généré énormément d'attention récemment. Mais on a aussi les multimodal systems et donc on va essayer d'étendre un tout petit peu juste pour dire d'abord que c'est un terme général qui peut être utilisé pour tout système d'IA dont la fonction principale est de générer du contenu en output, donc qu'il s'agit de texte, d'image, de son ou autre. Et ces systèmes je ne vais pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure sur la formation, le training, etc. Mais en gros, ils fonctionnent en prédisant le prochain mot ou pixel ou bit, en fait, ou série de données, s'il s'agit d'audio, pour produire ou créer quelque chose en fait de nouveau. Donc, dans ce contexte-là, je pense que c'est important de souligner que les systèmes d'IA génératifs, donc qui génèrent des contenus nouveaux, constituent un type particulier de système d'IA, mais qui s'intègre dans les cadres existants de classification des systèmes d'IA, tels que le cycle de vie de l'OCDE, la classification de l'OCDE des systèmes d'IA qui décompose les différentes phases de développement d'un système d'IA et les acteurs clés à chacune de ces étapes. Et ces mêmes acteurs donc sont impliqués tout au long du cycle de vie ou chaîne de valeur des systèmes d'IA génératives. Et j'utilise ce tableau de classification parce qu'il est en train d'être utilisé par des autorités de réglementation dans les domaines de la finance et de la santé, notamment par plusieurs régulateurs nationaux
en particulier le Financial Conduct Authority au Royaume-Uni et l'autorité australienne de réglementation des dispositifs médicaux. Donc, ils essaient d'utiliser ça un petit peu pour positionner voilà, leur évaluation de différents types de systèmes. Donc, voici quelques exemples de ce qui est considéré comme de l'IA générative et de ce qui ne l'est pas. Donc, encore une fois, la génération de quelque chose de nouveau, de visage artificiel, d'audio, de synthétisation de voix ou de son, et de la création de sons, des voix nouvelles ou de textes nouveaux qui sont très réalistes, mais générés artificiellement par rapport à la partie de droite qui montre des systèmes, des exemples plus traditionnels qui ne génèrent pas forcément de nouveaux contenus qui n'existaient pas auparavant, comme la conduite, les diagnostics, la reconnaissance d'objets, etc. Donc depuis 2019, en fait, depuis le novembre, même fin novembre de l'année dernière, avec le lancement de ChatGPT et d'autres modèles de langage, là, les décideurs politiques font tout d'un coup très très attention à l'IA. C'était déjà une priorité politique importante, mais maintenant c'est devenu la priorité politique. On peut le voir dans toutes les discussions, toutes les réunions de haut niveau gouvernemental, hein, puisque c'est notre domaine dans le monde entier. Et puis également avec le progrès spectaculaire dans les systèmes d'IA générateurs d'images tels que Midjourney ou DALL-E ont maintenu cette attention. Donc voici juste des exemples de différents types d'IA générative. Et juste un exemple pour montrer les progrès, juste montrer visuellement les progrès en un an d'une IA génératrice d'images, juste en quelques mois, en fait, même pas un an. On voit les progrès considérables en termes de résolution et how realistic, la manière dont ça paraît très réaliste. Et donc au-delà des images, on a des progrès dans tous les types d'IA générative. Et un exemple que j'aime beaucoup, c'est une présentation qu'on a eue il y a quelques jours par IKEA qui développe IKEA GPT qui va nous permettre avec des prompts en demandant au logiciel de construire notre cuisine IKEA, ce qui prendra, on l'espère, moins de temps que de déplacer les objets sur l'appli d'IKEA. Mais bon, on a aussi des annonces dans tous les sens d'un Bridge GPT, de Auto GPT, mais de GPT en fait dans tous les domaines. Voilà. Y compris d'ailleurs, on est en train d'essayer de créer à l'OCDE OECD GPT, mais voilà, on n'est pas les seuls. Tout le monde crée des GPT avec des contenus spécifiques pour pouvoir les aider dans leurs tâches, quelles qu'elles soient, et quel que soit le type de contenu. Donc là, le 20 mai, les dirigeants du G20, des 7 pays puissances du G20, ont établi un processus qu'ils ont appelé le processus d'Hiroshima pour l'IA générative, et puis qui souligne en fait leurs priorités. Et donc, je mentionnerai, j'irai un petit peu plus dans le détail de leurs priorités dans quelques slides. Mais en gros, en ramenant ces priorités au principe OCDE de l'IA, donc on va se focaliser sur je vais me focaliser sur ces préoccupations-là qu'ils ont soulignées. Alors, c'est pas forcément les plus importantes, mais c'est celles qu'ils ont soulignées dans leur déclaration commune, donc sur lesquelles ils étaient tous d'accord, hein, et du coup, ce sont les priorités, nous, à l'OCDE, par lesquelles on commence, puisqu'on soutient ce processus G7. Alors d'abord sur la disinformation, y compris la manipulation de l'information étrangère,
Je crois que Jules l'a mentionné, l'IA générative exacerbe considérablement les risques de désinformation et en portant à une échelle complètement différente de celle avant, la création de faux contenus qui sont très réalistes, avec des risques pour nos modèles démocratiques, cohésion sociale, ainsi que la confiance du public dans les institutions. Et aussi ces modèles génératifs signifient que nombre de nos modèles, nos outils traditionnels tels que la vérification des faits, l'éducation des utilisateurs ou les outils de détection ne peuvent pas suivre. Et donc, ça veut dire que nous aurons besoin de solutions traditionnelles, mais aussi de nouvelles solutions que nous n'avons pas encore aujourd'hui pour contrôler ce phénomène. Ensuite, sur la transparence, encore une fois, je pense que ça a été souligné, mais là, c'est vraiment un problème très, très important qui est que de nombreux modèles linguistiques et autres, des modèles d'IA générative utilisent des réseaux de neurones opaques et complexes. Et en fait, personne ne comprend leur principe interne de fonctionnement et la manière dont ils obtiennent des résultats spécifiques. Même ceux qui les développent, ce qui amène à l'imprévisibilité, la surprise, la capacité de contraindre leur comportement, comme disait Jules, les hallucinations, on n'y comprend pas vraiment grand-chose, les hallucinations des modèles d'IA qui inventent des choses qui n'existent pas, mais qui ont l'air réalistes. Et là, c'est une autre préoccupation majeure. Sur la sécurité, alors que les individus et les organisations intègrent l'IA générative dans leur fonctionnement et leur service de manière très très rapide, comme on a vu encore une fois sur le chart, la figure tout à l'heure, des questions sont soulevées sur la façon dont on peut s'assurer que ces modèles sont bénéfiques pour les personnes, qu'ils sont inclusifs et qu'ils sont sûrs. Surtout qu'ils fonctionnent de manière appropriée et ne présentent pas de risque déraisonnable pour la sécurité. Et là, on n'est pas sûr, on expérimente. Donc, une question clé ici est de savoir quel niveau de sécurité est nécessaire pour quel contenu, c'est-à-dire quel niveau de risque est acceptable pour quel type d'application. Et l'autre question clé, c'est vraiment de savoir comment on peut garantir le contrôle d'un système, par exemple, en utilisant un système secondaire pour appliquer les mesures de sécurité, parce que les systèmes sont tellement compliqués qu'on ne peut pas, en tant qu'humain, forcément les contraindre, les contrôler. Ensuite, en passant au principe que les décideurs, les responsables politiques pourraient prendre pour promouvoir une IA responsable, ici encore, nous nous concentrons sur pas toutes les actions, mais celles mises en avant dans la déclaration du G7. On a d'importants problèmes de propriété intellectuelle associés à certaines données qui sont utilisées pour former des systèmes sans autorisation. Par exemple, notamment les images, Getty, on a beaucoup de procès qui commencent, notamment aux États-Unis, et des questions se posent quant à savoir si quelqu'un si quelqu'un peut revendiquer des droits de propriété intellectuelle pour du contenu généré par une IA. Voilà, donc je vais aller avancer un petit peu plus vite parce que... Il nous reste 4 minutes en tout, y compris pour questions. OK. Donc, que fait le CDE? Juste quelques initiatives. Nous essayons de suivre les évolutions de manière quantitative, les investissements en IA, y compris l'IA générative, la R&D, dans quel pays, de quel type d'IA, les emplois, l'éducation, etc. Là, il y a l'URL. Nous développons, nous regroupons des outils d'évaluation de risque et des conseils. Nous avons créé un groupe de travail de foresight, de gouvernance anticipative. Nous regardons également l'expérimentation réglementaire que ça peut apporter et par le biais notamment d'exemples dans le domaine de la protection de la vie privée qui ont de l'avance dans ce domaine, et notamment dans la finance fintech, il y a
qui expérimente avec ce type d'expérimentation, de sandbox notamment depuis longtemps, depuis plusieurs années. Nous étudions les différents mécanismes comme la certification et puis nous regardons également les incidents. Nous surveillons les incidents liés à l'IA en temps réel pour surveiller et empêcher que les incidents se reproduisent. Donc voilà, juste un exemple d'incident, mais je vais pas vous un exemple juste illustratif pour illustrer le type de choses qui tendent à se reproduire où l'IA se trompe en fait, mais qui génèrent des problèmes dans la vie réelle de personnes qui sont difficiles à récupérer. Et donc là, juste pour parler d'un large éventail d'approches réglementaires qui sont en cours d'élaboration, en passant de la législation non contraignante et des orientations d'autorégulation aux US, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, au Japon, aux normes et cadres de risque comme aux États-Unis, à l'utilisation, l'interprétation et l'application de règles et de régulateurs existantes comme aux US et au Royaume-Uni, et finalement à une réglementation spécifique à l'IA ou à une loi contraignante comme dans l'Union européenne ou le Canada. Et finalement, juste pour parler d'un certain nombre, beaucoup de gouvernements nationaux ont mis en place des initiatives pour promouvoir les modèles de langage, langue nationale, notamment en fait les pays dont la langue nationale n'est pas l'anglais. Voilà. Je termine. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Karine. Avant de passer la parole, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y avait une question qui est vraiment dans ton domaine. Il paraît que le Japon a annoncé des mesures. Est-ce que tu es au courant et est-ce que ça tombe dans les OECD Principles à peu près? Le Japon a annoncé des mesures. Quelles mesures? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était une question dans le chat sur le Japon. Parce que le Japon a annoncé qu'en fait nous réviserons les principes sur l'IA l'année prochaine en 2024 parce qu'en fait au bout de 5 ans on doit revoir les principes et proposer des révisions si besoin. Donc ce qu'ils ont dit c'est qu'on proposera sans doute des révisions pour tenir compte de l'IA génératif, notamment pour mettre à jour un petit peu la définition de l'IA. Mais d'autres choses également. Je sais pas s'il y a autre chose. Si la personne c'est sur pensait à le autre droit chose. d'auteur. Il n'y aurait pas de droit d'auteur sur les. Oui, tout à fait. Oui. Donc sur les droits d'auteur, oui, également ils ont annoncé ça. Oui, justement, oui, c'est intéressant comme décision. Et puis c'est pas forcément les mêmes décisions dans tous les pays. Donc on va voir comment ça se développe dans différentes juridictions. Bon. Okay, ben, merci beaucoup. Again, if we have time, we'll circle back to other questions, but we don't have time right now. Sounds good. So we'll segue to Félicien Vallée from the CNIL. Again, the CNIL, Félicien est chef de département IA. Il me semble que c'est relativement récent, ce département dédié à l'IA, mais Félicien pourra nous dire davantage. Félicien, on voit votre présentation, donc c'est très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, on vous entend aussi. D'accord, super. Hop, très bien, je jongle avec les écrans, mais c'est bon. Tout à fait. Alors effectivement, donc moi je suis chef du service IA très nouvellement créé au sein de la CNIL. Donc c'est une nouveauté. Donc là, le service est en train de se constituer. Voilà, donc et donc on a pas mal d'activités autour de ce sujet. Donc là, moi, je suis ravi d'intervenir lors de ce panel avec toutes ces personnes très très smart qui présentent des vues complémentaires du sujet. Donc pour aller comme c'est des interventions assez courtes, aller rapidement au sujet. Donc moi, je vais focaliser mon intervention sur les IA génératives. Finalement, quels enjeux ils posent pour la régulation des données personnelles, puisque c'est vraiment le cœur de métier de la CNIL. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Et pour ça, eh bien,
pour traiter de ces questions, des enjeux que ça pose et des débuts de réponses qu'on peut avoir. Je voulais revenir un petit peu sur le cas de la décision italienne avec ce qui a fait que tout le monde a été au courant, mais le fait que ChatGPT d'OpenAI a été interdit pendant quelques semaines en Italie. Donc déjà, pour redire pour les gens qui ne savent pas nécessairement, donc qui est-ce qui a opéré ça? Donc c'est l'homologue italien de la CNIL, donc c'est la Garante per la Protezione dei Dati Personali, qui existe depuis 97, donc un petit peu plus récemment que la CNIL en France, qui est depuis 78, mais quand même ça fait un petit moment qu'elle existe. Et si je reviens sur la chronologie des faits, donc c'est une histoire un petit peu en 3 étapes, et je trouve que c'est intéressant pour voir les questions qui ont été soulevées, les réponses qui ont été apportées, et finalement ce qui reste également à traiter là-dessus. Donc tout d'abord, on a eu une première donc le premier acte, c'était le 31 mars 2023, où la Garante donc a promulgué une mesure d'urgence pour interdire à OpenAI de traiter les données des utilisateurs italiens via ChatGPT. Donc ça s'est traduit par une demande à finalement faire un filtrage IP des accès à ChatGPT depuis l'Italie. Et alors pourquoi ça? Donc il y avait des doutes relatifs à la conformité au RGPD qui concernaient en particulier l'information des utilisateurs par rapport aux données qui ont servi pour l'entraînement du modèle, donc du LLM dont Jules a parlé, a détaillé précédemment un petit peu les choses. Également sur la base juridique sur laquelle était assise finalement cette constitution du modèle, parce que voilà, quand on traite des données à caractère personnel, le RGPD dit qu'il faut une assise juridique, on appelle ça également une base légale, et donc là, celle-ci, elle n'était pas clairement définie. Autre manquement qui avait été indiqué ou doute relatif, c'était celui du caractère inexact de certaines données, donc en particulier en lien avec les fameuses hallucinations dont on parle régulièrement quand on parle de LLM. Et puis également, et parce que la Garante est assez à une notation, elle regarde beaucoup ces questions-là. Ils ont relevé une absence de mécanisme de vérification d'âge. Voilà. Donc ça, c'était le 31 mars. Ensuite, deuxième épisode, le 12 avril 2023. Donc ils ont indiqué que après discussion avec OpenAI, donc il y a eu des échanges entre les deux organisations, mais ils ont identifié un ensemble d'exigences auxquelles la société américaine pourrait se conformer. Ils ont donné une date limite pour ce faire, qui était le 30 avril. Et 2 jours avant cette date, finalement, on a vu que la Garante a publié sur son site 9 mesures prises par OpenAI. Donc là, j'en ai listé quelques-unes. Donc en particulier, le fait que OpenAI s'engageait à informer les utilisateurs des traitements de données qui étaient mis en œuvre, ce qui n'était pas le cas avant. Que OpenAI proposait également la possibilité de s'opposer au traitement de ces données, à la fois pour les utilisateurs et pour les non-utilisateurs. Donc voilà, on pouvait indiquer dans un formulaire qu'on souhaitait pas que ces données soient utilisées. Également qu'il était possible d'introduire des mesures d'effacement des données inexactes. Voilà, sachant que ça pose quand même plein de questions, hein. Donc là, on a ce texte qui arrive comme ça. Après, les modalités techniques de réalisation demeurent peu explicites. Et autre point que j'ai relevé, donc celui de la clarification de la façon dont les données des utilisateurs pouvaient être réutilisées, parce que jusqu'à présent, finalement, il y avait quelque part, à partir du moment où on utilisait ChatGPT, il y avait une sorte d'accord tacite du fait que les données qu'on allait entrer dans le prompt, finalement, elles allaient pouvoir être réutilisées, en particulier pour les potentiellement sorte d'implémentation des mécanismes décrits par Jules précédemment avec reinforcement learning, human feedback, des choses un petit peu dérivées de ces choses-là. Et donc voilà, maintenant depuis, on peut changer ce paramétrage dans ChatGPT. Et puis également, donc ils ont proposé la mise en œuvre de mécanismes de vérification d'âge. Alors bon, pour nous à la CNIL, on ne considère pas ça vérification d'âge tout à fait, parce qu'il s'agit finalement de déclarer en fait un âge pour l'utilisateur. Mais voilà, en tout cas, un ensemble de mesures qui étaient proposées. Donc suite à ça, la Garante a considéré que c'était OK, si je peux dire, pour que ChatGPT soit rétabli en Italie. Donc finalement, on voit là, c'est assez intéressant qu'il y a des choses qui ont été proposées dans cette troisième étape, mais que finalement il y a un ensemble de questions qui demeurent. Et donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Pour nous, si je dois décortiquer un petit peu le problème, on peut dire qu'il y a des questions qui se posent à trois niveaux différents. Donc les premiers, quand on regarde ça avec les yeux de la protection des données à caractère personnel. Comme nous. Donc les questions qui se posent, tout d'abord, donc c'est
c'est des questions sur les bases de données constituées pour l'apprentissage des LLM. Donc là encore, Jules en a parlé un petit peu, mais donc on voit que c'est des volumes considérables de données. Donc je crois que c'est voilà ce que j'ai noté, 570 gigas de texte. Et en fait, bon, quand on fait du texte, on se rend compte que c'est vraiment des volumes très très importants. Et on va avoir des sources diverses et variées de qualités diverses et variées également, avec à la fois des sites grand public, par exemple issus de forums, on va avoir des sites institutionnels, des sites académiques, des sites de presse, et ça dans différentes langues avec des contributions aux différentes langues qui sont variables, mais toujours une représentation plus importante de l'anglais. Alors après avec des proportions qui peuvent varier en fonction des modèles de langage, des différents modèles de langage qu'on peut considérer. Par exemple, Bloom traite plus de données en français que GPT a priori. Et donc là se pose la question, la première question un petit peu fondamentale, c'est dans ces données qui vont être collectées et sur lesquelles on va finalement apprendre notre modèle de langage géant, c'est quoi l'encadrement des traitements de données à caractère personnel qui sont sous-jacents? Et là-dessus, finalement, on n'a pas vraiment de réponse et la décision italienne, elle nous éclaire pas nécessairement beaucoup à ce jour. Deuxième niveau qui est également important à considérer, c'est celui du modèle de langage lui-même, donc le Large Language Model. Donc parce que on s'aperçoit que ces modèles, finalement, c'est des drôles d'objets et que finalement la question de savoir si ceux-ci comprennent ou non des données à caractère personnel, ça se pose. Et en particulier, donc on voit que OpenAI, donc là j'ai mis la petite capture, mais propose maintenant la possibilité de s'opposer à la présence dans les modèles, donc potentiellement alors soit en jouant sur les corpus de données d'entrée, mais également potentiellement en traitant a posteriori les données du modèle. Et ce statut des modèles d'IA, ça pose question. C'est des questions qu'on se pose en particulier depuis je dirais à peine 5 à 10 années, parce de nombreuses recherches académiques, et il y en a de plus en plus, ont montré que finalement par différents types d'attaques, on pouvait soit, et là plus largement que les questions de modèles d'IA générative, on pouvait parfois inverser un modèle, c'est-à-dire être capable de recréer, par exemple en utilisant en requêtant un grand nombre de fois un modèle d'IA, être capable de recréer une version plus ou moins lointaine, plus ou moins approximée d'une donnée qui faisait partie de l'ensemble d'apprentissage. Et donc finalement récupérer de la donnée à caractère personnel de cet objet, le modèle d'IA qui normalement est uniquement un objet statistique, j'ai envie de dire. Et puis également d'autres types d'attaques, comme par exemple la possibilité d'inférer de la connaissance par le requêtage du modèle, et donc potentiellement d'inférer l'appartenance d'une personne à un ensemble d'apprentissage, donc potentiellement de dériver de la connaissance sur cette personne. Donc imaginons dans une application médicale, être capable d'inférer que si une personne appartenait à l'ensemble sur lesquels le système d'IA a été entraîné, ça veut dire qu'on infère de la connaissance sur le fait que cette personne était par exemple atteinte de telle ou telle maladie. Et puis également des questions, donc là c'est plus directement lié au Large Language Model, mais donc c'est effectivement les capacités de mémorisation de ces modèles. Donc là les LLM, comme ça a été dit, c'est des sortes de super systèmes, des super prédicteurs du prochain mot, donc avec plein de possibilités de paramétrisation différentes pour voir la façon dont ce prochain mot sera effectivement prédit, avec tout ce mécanisme d'attention qui va permettre de le prédire de façon intelligente. Mais toujours est-il que ça peut, finalement on n'est pas à l'abri que le modèle il reproduise, il ressorte une donnée à caractère personnel. Donc si ça vous intéresse, on a publié sur le site du laboratoire de la CNIL un ensemble de ressources où on liste justement un petit peu ces différents types d'attaques. Et donc on voit qu'il y a un vrai enjeu par rapport à ces modèles, parce que les modèles tels que les Large Language Models, une fois qu'ils sont entraînés, finalement c'est quand même des choses qui sont relativement figées. On va pas pouvoir facilement exercer son droit d'opposition ou d'effacement sur ces données. Et OpenAI d'ailleurs l'a indiqué clairement, donc ça c'est dans l'avis que j'ai pas mis, mais qu'on pourra mettre a posteriori de la garantie, qu'ils avaient indiqué que la rectification des données
en tant que tel, c'était pas quelque chose qu'ils étaient en mesure d'opérer aujourd'hui. Ça, c'est plutôt des choses sur lesquelles la recherche académique se penche beaucoup. Donc voilà, est-ce qu'on est capable de désapprendre une contribution d'un individu par exemple, il y a différentes techniques qui sont explorées, mais à ce stade, en tout cas au niveau de produits qui sont industriellement déployés, c'est pas des choses qu'on trouve encore. Donc ça, c'était le deuxième niveau d'analyse. Et le troisième, qui est également important, c'est celui de l'interface utilisateur. Donc c'est vraiment la couche chat de chat GPT. La couche GPT étant la couche précédente, donc celle du LLM que j'ai décrite. Et là, on voit que cette interface, finalement, elle va permettre de régir les interactions avec l'utilisateur via le prompt, ou comme on dit en français, l'invite. Donc nous, d'un point de vue protection des données à la CNIL, on va se poser des questions sur les informations qui vont être fournies en entrée par l'utilisateur, parce que potentiellement il va pouvoir fournir des données à caractère personnel. Et puis également sur les sorties produites par les systèmes. Et là se posent des questions un petit peu inédites, à savoir si ChatGPT me propose un contenu inexact, voilà, qui me dit parce que voilà, comme on disait, c'est un super prédicteur du prochain mot, mais quelque part le rapport à la vérité, si on peut dire, à la factualité, il est assez compliqué. Justement, on voit qu'il y a aussi voilà, des ajustements qu'on essaie de faire par rapport à cela. Donc, qu'est-ce que, comme dans le RGPD, on a une notion d'exactitude des données à caractère personnel, mais est-ce que si ChatGPT, qui est un objet de prédiction statistique du prochain mot, propose quelque chose, propose une biographie fictive de ma personne et que celle-ci est pas correcte, est-ce que c'est un manquement au titre du RGPD? Donc ça, c'est des questions, par exemple, qu'on peut se poser, qui sont pas complètement triviales, complètement évidentes. Par ailleurs, au niveau de cette couche chat, donc cette interface avec l'utilisateur, c'est à ce moment qu'on va avoir la prise finalement pour informer véritablement les gens de la façon dont leurs données sont traitées, qu'ils comprennent clairement ce qui est en jeu, et potentiellement de leur octroyer des droits, donc la capacité de s'opposer au traitement ultérieur. Donc ça, c'est voilà, de dire les données que je rentre à ce niveau-là dans le prompt, et puis les réponses qui me sont fournies. Et potentiellement également, je veux pas qu'elles servent pour l'amélioration du système. Je dois également pouvoir permettre, en tant que fournisseur de système, que les utilisateurs exercent leur droit d'accès. Et puis également, au niveau de cette surcouche interface, comme l'a indiqué Jules, il y a tout un ensemble de mécanismes qui vont permettre finalement de mettre en œuvre des mécanismes dits de safety, donc c'est-à-dire de filtrage des contenus qui vont être proposés à l'utilisateur. Donc par exemple, c'est là qu'on va avoir une sorte de modération des contenus pour s'assurer que le chat GPT ou autre ne dérive pas, ne produise pas des éléments qu'on souhaiterait pas voir. Et donc c'est à ce niveau-là aussi qu'on va pouvoir faire potentiellement un filtrage par rapport à des personnes qui auraient exprimé leur droit d'opposition. Donc de notre point de vue, c'est plutôt sur ces questions au niveau de l'interface que les travaux de la garantie se sont axés. Et là, j'ai mis de façon également mais intéressante, c'est qu'il y a de plus en plus un enjeu qui se pose de l'utilisation dans un contexte professionnel de ces outils, comme vous le savez bien évidemment. Et donc récemment, pour votre information, donc la Commission européenne, elle a produit des guidelines internes pour l'utilisation par les agents de la Commission de ce type d'outils d'IA générative. Donc je continue un petit peu rapidement parce que le temps file et pour laisser la place aux questions et aux prochains speakers. Mais je voulais également partager avec vous une piste qui nous semble à la fois intéressante, mais qui est vraiment un petit peu à continuer de réfléchir. Là, c'est vraiment un work in progress. Mais de dire finalement, quand on considère ces large language models et la façon dont ils sont constitués, donc à savoir avec beaucoup de données qui sont moissonnées sur Internet, donc qui sont issues on me disait d'une variété de sources. Est-ce qu'on n'a pas une sorte d'analogie avec le fonctionnement des moteurs de recherche qu'on a connus dans les années 2000-2010 et finalement la régulation qui s'en est suivie avec l'émergence d'un droit à l'oubli? Donc pour resituer, là je vais faire vraiment droit à l'oubli en 20 secondes, mais pour resituer le droit à l'oubli, ce dont il s'agit exactement, donc c'est que vous avez les moteurs de recherche donc qui constituent des index des sites web qui sont référencés.
Et parfois, voilà, il y a des contenus qui, par exemple, vont toucher des utilisateurs particuliers qui voilà, que ceux-ci à la fois ne souhaitent plus voir diffuser potentiellement parce qu'ils concernent des informations qui sont néfastes pour eux et qui sont plus avérées. Voilà, par exemple, quelqu'un qui aurait été condamné pour quelque chose finalement aurait été blanchi, mais on retrouve toujours l'information en ligne. C'est vraiment préjudiciable pour la personne dans une recherche d'emploi. Voilà, il peut exercer son droit à l'oubli parce que l'idée c'est que si la personne n'arrive pas à joindre la personne l'éditeur du site web, il n'arrive pas à effacer le contenu, eh bien au niveau du moteur de recherche, on peut effectuer ce droit à l'oubli, c'est-à-dire à déréférencer le contenu et à faire en sorte que lors du requêtage sur le moteur de recherche, ce résultat n'apparaisse plus, quand bien même il est toujours accessible via le web. Et donc le parallèle qu'on pourrait envisager avec les LLM, finalement, c'est de se dire une fois qu'on a entraîné un large language model, on a vu que c'était très compliqué. Finalement, c'est des structures assez figées, assez fixes. Donc est-ce que finalement on peut pas prolonger ce droit à l'oubli en travaillant au niveau de la surcouche et en permettant par ces mécanismes de filtrage, eh bien finalement aux personnes d'exercer une sorte de droit à l'oubli et donc finalement de réussir à concilier aussi le fait que les gens peuvent effectivement exercer des droits quand même sur leurs données et en même temps pas complètement, j'ai envie de dire, casser les LLM et en disant voilà, si quelqu'un s'oppose, il faut absolument réentraîner le modèle, des choses qui comme on sait tous, qui consomment énormément d'énergie, qui mettent des jours, des mois d'entraînement, qui sont des enjeux financiers majeurs. Donc voilà pour expliciter un petit peu ce parallèle qui semble à la fois intéressant et en même temps qui vaut que dans une certaine mesure, parce que bien évidemment c'est pas exactement la même chose de constituer un index web et puis de constituer un modèle de langage géant qui va servir à potentiellement plein de choses et dont on ne sait pas nécessairement ce que ça sera. Il nous reste 1 minute à peu près. 1 minute, alors je vais finir très rapidement, il me restait deux transparents, très bien Winston, je fais très vite. Pour dire alors les suites qui nous concernent à la CNIL, donc sur ChatGPT en France. Donc nous on a reçu des plaintes, 5 plaintes je crois depuis l'action italienne, donc on a une procédure qui est en cours. Donc pour information, la CNIL elle aurait pu mener le même type d'action à l'encontre d'OpenAI que l'autorité italienne, parce que ça c'est la façon dont fonctionne le RGPD. Comme OpenAI n'a pas d'établissement en Europe, finalement toutes les CNIL européennes sont en mesure de sanctionner pour les ressortissants par rapport à ce qui se passe pour les ressortissants de leur pays. Ça aurait été différent si OpenAI avait un établissement en Europe, par exemple, je sais pas, en Italie, en Irlande, en France. Dans ces cas-là, ça aurait été la CNIL locale qui aurait été finalement chef de file pour cette procédure. Et d'ailleurs, il pense à le faire. Sur l'IA générative, donc comme je disais, on a publié un dossier que je vous invite à lire. Et donc maintenant, notre action concrète, c'est de rencontrer l'écosystème français pour ébaucher et continuer finalement ce travail de voir comment on peut constituer des règles permettant l'encadrement et aux gens d'exercer leurs droits et en même temps vraiment permettre aussi le développement de l'écosystème français et européen aligné avec les valeurs les valeurs de la protection des données. Donc pour ça on a publié un plan d'action, je pense que Winston l'a partagé. Et voilà, et donc finir les suites en Europe, je vous laisserai lire, mais vous verrez que dans le règlement IA, les IA génératives, il en est question. Alors à la fois au titre parce qu'on s'est considéré comme système d'IA à risque limité, donc il y a des grands enjeux de transparence. Et puis également parce que c'est aussi des systèmes d'IA dits à usage général. Et donc là, notamment, alors c'est un texte qui bouge beaucoup, mais au niveau du Parlement, il y a eu une proposition d'ajouter de nombreuses exigences en plus pour ces systèmes-là, pour s'assurer de leur fiabilité, donc en particulier en documentant comment ils ont été constitués, parce que finalement les systèmes d'IA à usage général que sont les systèmes d'IA génératifs, potentiellement ils vont servir d'autres systèmes d'IA qui eux pourront être catégorisés comme à haut risque, puisque c'est la logique sous-jacente au règlement IA. Et voilà, et j'en ai fini pour ma présentation. Merci Félicien. On aura tous les slides, donc vous inquiétez pas. Je vais tout de suite les élogier. On a parlé des nombreux risques.
de IA génératif, un des risques majeurs, c'est quand même la désinformation à une échelle qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent, jusqu'à menacer la démocratie. Alors, Léo travaille sur des solutions techniques pour essayer peut-être d'utiliser l'IA et les codes pour détecter tout ce qui est toxique. Donc, Léo, tu peux nous en parler, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mes slides? Oui, ça marche bien. Très bien, parfait. Donc, en effet, moi, je suis chercheur postdoctoral à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et au-delà des fake news et de la toxicité, je vais vous parler des modèles de fondation sous l'angle qui guide ma recherche, qui est la problématique de savoir si ces modèles peuvent être des solutions pour améliorer nos interactions en ligne. Donc, dans cette présentation, je vais rapidement parler de traitement automatique des langues, qui est un domaine de recherche au cœur de nos recherches et qui s'est développé depuis assez longtemps. En fait, ça ne date pas de décembre 2022 et ChatGPT, ça date de l'après-guerre et ça a suivi un développement qui s'est développé en parallèle de l'informatique et de la linguistique. Et pour notre domaine, c'est quelque chose qui est très important. Ça a été présenté très bien par Jules. Mais voilà, c'est vraiment depuis une dizaine d'années qu'on a eu un changement de paradigme, en particulier grâce à la révolution d'apprentissage profond, deep learning. Et ensuite, je vous présenterai 3 applications de mes travaux de recherche en thèse et ici, en postdoc. Premièrement, la toxicité sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, la reformulation de langage offensant de façon automatique. Et enfin, la polarisation en ligne. Donc, pour contextualiser un petit peu cette présentation, je voudrais rappeler pourquoi le traitement automatique des langues, donc de la langue naturelle humaine, est un problème difficile. Et je commence à le mettre au passé, était un problème difficile, puisque, au regard des dernières avancées des modèles de langue, pour illustrer ça, si je vous donne la phrase en français « Venez manger les enfants », votre cerveau humain francophone comprendra qu'il s'agit d'une invitation pour des enfants à venir manger. Et pendant longtemps, c'était compliqué pour les machines de comprendre cette phrase sous la première option par rapport à la deuxième option qui serait une invitation à des personnes de manger des enfants. Et en fait, le cœur de cette difficulté, elle réside dans la nature très ambiguë du langage humain. Ambiguïté syntaxique, ambiguïté lexicale, etc. Et donc, avant l'essor du deep learning, de l'apprentissage profond, ce qu'on appelait l'intelligence artificielle symbolique consistait à définir, si je schématise, à définir un ensemble de règles par des experts, des expertes, des linguistes, pour essayer de comprendre la structure en fait du langage. Ces méthodes, elles sont des limites, elles sont coûteuses, lourdes, parfois rigides, et pas forcément généralisables. Et quand on s'intéresse aux données du web, le texte qui est écrit en particulier sur les réseaux sociaux, on sent bien que c'est un langage qui est entre le formalisme de la langue écrite et la langue orale, en fait. Et donc, je ne vais pas revenir en détail sur l'apprentissage statistique, on pourra y revenir plus tard si vous avez des questions, le machine learning. Et donc, c'était cette idée que comprendre les mots dans leur contexte et donner le contexte des mots à un modèle permet en fait au modèle d'apprendre une compréhension non seulement du langage, mais aussi une connaissance du monde. Donc, c'était l'hypothèse distributionnelle et cette révolution qui est arrivée au début des années 2010. Je ne vais pas non plus passer beaucoup de temps sur l'apprentissage profond parce que ça a été très bien présenté par Jules. Mais voilà, c'est vraiment 3 piliers, des réseaux de neurones de plus en plus profonds, des cartes graphiques qui permettent des calculs parallèles de haute performance et d'énormes bases de données de plus en plus variées et qualitatives. Ça a permis vraiment l'émergence de ces modèles. Je ne vais pas revenir en détail sur BERT ici, qui a été un des premiers modèles de fondation en texte, ni sur GPT. Je pense que vous commencez à comprendre le concept de prédire le prochain. Et ça nous amène donc ici, en 2023, où cet arbre évolutionnaire que je vous présente ici illustre et résume assez bien toute cette myriade de modèles qui s'est développée sur ces principes d'apprentissage profond et qui, pour nous, chercheurs et pour beaucoup d'ingénieurs,
représente comme une boîte à outils qui nous permet derrière d'appliquer de l'analyse et de la génération à des problèmes de plus en plus ambitieux et des défis qui avant paraissaient insolubles. Voilà, et ces modèles ont chacun leurs caractéristiques et certains sont plus ou moins ouverts, open source que d'autres. Donc voilà, après ce bref tour de traitement automatique des langues, je vais vous parler des 3 applications sur lesquelles je travaille et qui sont en fait motivées par le mythe originel, si je puis m'exprimer comme ça, du web et de la promesse en fait de la fin des années 90 d'une nouvelle technologie qui était censée rapprocher, connecter les humains, des humains qui ne se croisaient pas dans le monde hors ligne. Et donc, c'était accompagné de beaucoup d'espoir, voilà, de dialogue et d'échanges positifs. Cependant, il ne vous aura pas échappé que dans les dernières décennies, on a pu observer certains comportements sociaux nuisibles ou indésirables, et voire carrément conflictuels, sur le web, puis sur les réseaux sociaux avec leur démocratisation dans nos vies quotidiennes. Et donc, l'une des problématiques qui intéresse les plateformes, c'est la modération en ligne, qui spontanément s'est faite avec des humains, la modération humaine, mais qui vite a été implémentée avec l'essor des capacités des modèles de machine learning, donc d'intelligence artificielle moderne. Et donc moi, j'ai commencé mon doctorat en 2019 à Télécom Paris, en collaboration avec Jigsaw, qui est une équipe de Google qui se penche sur les défis posés sur le web. Et parmi ces défis, il y a la détection, l'identification de commentaires ou de posts toxiques, donc de langage qui peut être haineux, agressif, abusif, discours de haine, puisque voilà, les plateformes ont de plus en plus la responsabilité de modérer le contenu publiés sur leur site web. Donc Jigsaw a développé ce modèle qui s'appelle Perspective, qui filtre, qui identifie la toxicité dans les commentaires à l'échelle des commentaires, donc des posts, en se basant sur des modèles de fondation et sur un jeu de données qui s'appelle Several Comments, qui est composé de 1,8 million de commentaires annotés, donc c'est en anglais, annotés en toxicité par des humains, par des annotateurs humains, et qui permettent d'entraîner ce modèle. Je crois que maintenant, Perspective est devenue multimode. Nous, on a observé une difficulté qui est que les commentaires, ils peuvent être très longs, les posts, et la toxicité, elle peut être très locale à l'intérieur des commentaires. Donc, une première application des modèles de fondation, ça a été de détecter à l'échelle des mots ou des groupes de mots contigus la toxicité. Pour que, en fait, si la toxicité est très locale, souvent le post va avoir un score de toxicité prédit par le modèle de machine learning qui sera inférieur au seuil au-dessus duquel tous les posts sont filtrés et modérés et supprimés. Si le score est un petit peu inférieur à ce seuil, il va être envoyé à un modérateur, une modératrice humaine qui va analyser et prendre une décision. Ça peut être des posts qui sont longs, d'où l'intérêt d'essayer de flaguer et d'identifier les mots ou les groupes de mots qui rendent le post toxique. Pour ça, on a lancé une compétition et fait annoter 11 000 commentaires, dont les mots eux-mêmes sont annotés en toxicité. Pour résoudre cette tâche, pour vous illustrer un petit peu un exemple d'application de ces modèles-là, et qui s'appuie sur les mécanismes d'attention qui sont présentés par Jules. L'idée, c'est de faire de l'apprentissage faiblement supervisé. Pourquoi faiblement supervisé? Parce que, en tout cas, un modèle, on peut faire du réglage fin, donc fine-tuning, sur la tâche de détection de toxicité. Ce réglage fin, on peut le faire à l'échelle des mots. Donc, on peut lui donner un jeu de données comme les nôtres annoté à l'échelle des mots. Sauf que ça demande d'avoir des données annotées à l'échelle des mots, ce qui est plus coûteux, plus difficile à avoir en pratique, et pas forcément générable. C'est-à-dire qu'on est sur le jeu de données, 11 000 commentaires, il est plus petit que les 2 millions de commentaires de Several Comments.
Donc l'apprentissage faiblement supervisé, il va dire on va entraîner un modèle à détecter si un post, un commentaire en entier est toxique ou pas. Et grâce à ces mécanismes d'attention, le modèle va apprendre en fait quels sont les mots responsables pour la toxicité du post. Et donc en récupérant ces scores d'attention, on peut prédire les mots qui sont toxiques. Donc c'est ce que sur ce tableau j'appelle weak supervision, supervision faible. Et donc on a des scores, voilà, des métriques qui montrent que c'est une façon d'entraîner le modèle qui est évidemment moins bonne que la supervision forte, où on indiquerait à chaque échantillon, à chaque exemple d'entraînement, quel mot est toxique. Donc les résultats sont un petit peu moins bons, mais meilleurs comparé au baseline aléatoire ou fait avec des vocabulaires en fait prédéfinis de mots toxiques. La deuxième application dont je voulais vous parler, c'est la reformulation du langage offensant sur laquelle j'ai travaillé pendant mon doctorat. Donc c'est motivé, pour vous donner un contexte, le but de ce travail, c'est d'inciter, c'est de créer des modèles qui incitent à des conversations plus apaisées et plus constructives. Donc pour illustrer ça, j'ai cherché un tweet d'Emmanuel Macron qui félicitait le roi Charles III et la reine Camilla, amis de la France, pour le couronnement. Il est fier d'être à leur côté en ce jour historique. Et une première utilisatrice de Twitter, Alice, répond « Et vive la République surtout ». Et un deuxième utilisateur, Bob, répond à Alice, quelque chose d'un petit peu insultant. Quoi qu'il dise, vous arrivez à le tacler. Bon, là, on peut sentir que la probabilité de discussion constructive est assez faible. D'où cette idée, voilà, un petit peu ambitieuse, de concevoir un système de machine learning, d'intelligence artificielle, qui pourrait proposer une reformulation plus polie du message initial de Bob, et qui serait par exemple, je trouve que vos attaques ne sont pas toujours justifiées. Donc on peut réécrire, on peut imaginer que le système réécrit entièrement la phrase pour la rendre plus polie, et ensuite, évidemment, pour ne pas attaquer la liberté d'expression, demande toujours le consentement à l'utilisateur s'il veut modifier ou conserver ce message. Bon, nous, c'était vraiment l'aspect théorique qui nous intéressait, de savoir si c'était possible à faire. Et donc, pour faire ça, on s'est inspiré en fait des méthodes d'entraînement non supervisées qui peuvent exister en traduction. Donc, traduire du français vers l'anglais. Soit on utilise des paires de données annotés, comme par exemple la Déclaration universelle des droits humains. Mais assez récemment, des méthodes ont permis, seulement à partir d'un corpus entier français et d'un corpus entier anglais non aligné à l'échelle de la phrase, d'apprendre ce mapping, donc le transfert d'une langue vers l'autre. Et nous, on a appliqué un petit peu la même idée pour la détoxification ou la reformulation polie de commentaires un petit peu agressifs. Et pour ça, on s'est basé sur le jeu de données Civil Comments, qui regroupe beaucoup de commentaires. Et donc, on a fait un réglage fin d'un modèle de fondation qui s'appelle T5, T5, qui était l'état de l'art à l'époque. Bon, c'était en 2021, donc c'est la préhistoire par rapport à aujourd'hui. Mais on avait des résultats qui étaient encourageants. Donc, le premier exemple, on donnait au modèle, première ligne, « Stop being ignorant and lazy and try reading a bit about it », a été reformulé comme par « Try reading and be a little more informed about it before you try to make a comment ». Cependant, et ça a été précisé, ces systèmes sont sujets à de l'hallucination, donc de la génération de texte qui n'a rien à voir avec le commentaire initial. Donc, par exemple, d'ailleurs, en plus de ça, de façon embêtante, le 4e commentaire donne un exemple où en fait l'opinion du commentaire a été inversée. Donc, le commentaire qui a été donné au modèle, c'était « Shoot me in the head if you didn't vote for Trump ». Et il a été reformulé par « You're right if you didn't vote for Trump. I'm not sure I would vote ». Donc, il rajoute quelque chose à la fin. Et surtout, il passe d'un commentaire pro-Trump à un commentaire anti-Trump. Donc ça pose des questions. J'ai pas essayé avec ChatGPT, mais je suis sûr que ça donnerait des résultats très impressionnants. Et je voulais finir par parler un petit peu de polarisation en ligne, qui est le sujet sur lequel je travaille ici pendant mon postdoc à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et qui est motivé en fait par l'observation de
d'événements dans l'actualité qui ont été marquants, comme l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021 par des supporters de Donald Trump, et qui a été insufflé par des comportements et des interactions sur les réseaux sociaux, des interactions virales. L'autre exemple, c'est l'invasion du Congrès à Brasilia en début d'année. Donc, c'est des sujets qui touchent beaucoup de pays, beaucoup de contextes, cette polarisation en ligne. Et nous, notre ambition, c'est d'essayer de prévenir à la source la spirale de polarisation en ligne, radicalisation en ligne et violence en ligne, et dans le pire des cas, violence dans le monde réel. Donc voilà, mais notre ambition, c'est d'essayer de protéger la démocratie de cette menace sans porter atteinte au pluralisme. Et donc, pour terminer, je voudrais vous parler un petit peu de ce qu'on est en train de faire en ce moment, qui est d'essayer de modéliser la polarisation à l'aide d'articles de presse. Et donc, je vous ai mis ici 5 articles de journaux français, Libération, L'Humanité, Le Monde, Le Figaro et Valeurs Actuelles, qui couvrent un ensemble significatif du spectre politique français, ou du moins des éditoriaux d'opinion politique française. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un modèle d'intelligence artificielle est capable d'apprendre ou de comprendre directement ces subtilités, ces nuances? Et voilà, je voudrais ouvrir en vous posant la question, est-ce que, en fait, nous, humains, si vous êtes connaisseurs du paysage médiatique français et politique, on est capable de reconnaître. Alors évidemment, si vous lisez souvent ces journaux, peut-être que vous allez reconnaître la police d'écriture. Et donc, on a un premier article en haut à gauche qui titre « Wokisme, bien-pensance, ne donnez pas votre langue au chat GPT ». Un deuxième article en haut à droite qui titre « L'intelligence artificielle au travail, comprendre ce qui est d'ores et déjà à l'œuvre » et qui mentionne, pour les patrons qui achètent ces IA, une volonté de rogner sur les coûts de la main-d'œuvre. Un troisième article qui titre « ChatGPT est-il bien pensant ?» Un quatrième en bas à gauche qui titre « Intelligence artificielle, les eurodéputés donnent leur feu vert à une régulation de ChatGPT et consorts ». Et un cinquième article en bas à droite qui titre « Intelligence artificielle, c'est dans un rapport perverti aux connaissances que réside la menace de ChatGPT ». Donc je vais vous laisser 2-3 secondes pour faire le petit jeu. Et je vais vous donner la solution. Donc, le premier article, c'était Valeurs Actuelles, le deuxième, L'Humanité, le troisième, Le Figaro, le quatrième, Libération, et le cinquième, Le Monde. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à toute remarque, commentaire, question. Merci Léo, extrêmement riche. Vous aurez, je pense sur le site web de Léo, vous avez ses contacts et vous aurez ses slides. Hélas, on n'a pas le temps pour une discussion parce qu'il est déjà 6h30. Mais merci à tout le monde d'être resté. Olivier, quelques remarques. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, merci Winston. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, hein, donc je vais être hyper rapide dans mes remarques. Je dirais surtout ce que j'ai noté, c'est à la fois la richesse de l'information qu'on a eue aujourd'hui et aussi la richesse du chat. Je pense que c'est le chat le plus riche qu'on ait eu, même en termes d'apport. Donc merci à tous ceux qui ont contribué, qui ont apporté des informations et des liens. L'impression que j'ai, c'est qu'à ce stade, on a plus de questions que de réponses. Et je dirais que les questions sont pas tout à fait nouvelles. D'ailleurs, je crois que c'est Karen qui disait que finalement ces modèles-là n'étaient peut-être pas si différents de la génération précédente. Et moi, je note que pour un aspect de réglementation, indépendamment des aspects évidemment de protection des données, donc RGPD, on retrouve les questions de transparence et d'explicabilité et les questions de gouvernance. Donc ça, c'est quand même du classique, avec quand même un accent que j'ai senti dans quasiment toutes les présentations sur la question de l'exactitude, qui a été projetée au premier rang par le phénomène entre guillemets d'hallucination. Je crois que l'un de vous a dit qu'il y avait un problème de rapport à la vérité, et là il y a un vrai problème pour une autorité qui contrôle, pour des établissements qui sont contrôlés.
même si on se projette sur les cas d'usage, à savoir comment on peut avoir des cas d'usage qui tiennent la route lorsqu'on a des problèmes d'exactitude. Enfin, cela dit, Léo, à la fin de sa présentation, a quand même ouvert des perspectives sur des cas d'usage de détoxification et de visibilité de la polarisation qui pourrait être intéressant. Moi, il y a un point supplémentaire que je voulais dire au-delà de ça, c'est que dans tout ce qu'on a vu, on voit en filigrane la question qu'on a beaucoup évoquée dans ces webinaires à CPRT et comme Paris sur l'interaction homme-machine. Et notamment, il y avait une question dans le chat que j'ai trouvée relativement intéressante, ou une remarque plutôt, sur la question de l'anthropomorphisme, parce qu'effectivement, nous avons été plusieurs dans la discussion, ou même plusieurs à penser quand on voyait les présentations, à penser à ChatGPT comme, puisque c'est un algorithme qui parle, en lui donnant des attributions humaines, notamment quand on dit le rapport à la vérité, c'est une notion qui est de psychologie humaine et c'est pas celle de ChatGPT. Donc on a peut-être cette difficulté-là aujourd'hui face à la nouveauté de ChatGPT d'avoir une réaction un peu entre guillemets un peu trop humaine dans l'interaction homme-machine. Et c'est un vrai danger d'ailleurs pour nous puisque les recherches d'Astrid avaient montré notamment que plus une machine s'adresse à l'homme comme un humain, plus en fait il crée une relation de confiance qui est un peu difficile à objectiver, disons. Voilà, donc c'est plus de questions que de réponses, mais je pense beaucoup de sujets à méditer pour la suite. Voilà, qui clôture un peu la première, les séances d'été, enfin de printemps-été des webinaires, puisqu'on va se retrouver ensuite en septembre. Donc le prochain lundi de l'IA aura lieu en septembre et portera sur un sujet qui est peut-être pas si éloigné de celui qu'on a abordé aujourd'hui et où on essaiera, si on confirme le sujet, de parler des questions de souveraineté, d'IA et de souveraineté. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Winston, je sais pas si... C'est vrai, on n'a pas parlé de la finance aujourd'hui, mais Non. l'état de l'art, tel que on est tous en train de se poser des questions et je pense que dans tous les banques et établissements financiers, on se pose des questions de manière générale sur les large language models. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a assumé d'avoir une séance plutôt de questions où on posait un peu le débat sans forcément ramener à la finance, puisque la finance fait partie des secteurs impactés, mais n'est pas le seul. Voilà. Il reste à vous remercier. Très bien. Merci à tout le monde et à l'année prochaine, donc à la rentrée déjà, La rentrée. en septembre. Et merci à tous les intervenants. Merci à tous. Merci, au revoir, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.